Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Voici d'abord les titres. Les Léopards affrontent en ce moment même au stade des Martyrs l'équipe nationale de Centrafrique en marge de la 6e journée qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Rien ne va plus à l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Deux de plus de ses plus fidèles lieutenants viennent de quitter le navire. Invité du journal, Franklin Chamala, il est vice-ministre du Plan. Avec lui, nous allons commenter l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur le vice-ministre. Bonsoir, madame Rachel. Merci de répondre à notre invitation. Dimanche de sport. Quelles sont les chances que vous accordez aux Léopards de la RDC? Merci à vous autant pour l'invitation, madame. Les Léopards de la RDC ne peuvent que gagner. Surtout, ça s'impose à nous tous. C'est plus fort que nous. Vous n'avez pas l'impression que le sport en RDC ne se limite qu'au football parce que la délégation congolaise revenue récemment des Jeux Olympiques est rentrée bredouille? Non, madame. Je pense que c'est une lecture. Zéro médaille. C'est vrai, c'est une lecture pessimiste qui n'est pas autorisée. Objective. Non, le tour cycliste, il a été organisé dans ces pays et vous avez vu quelles ont été nos performances. Dans beaucoup de disciplines au niveau africain, maintenant on parle de plus en plus de nos léopards. Bon, maintenant, de là à dire que du fait de notre participation au récent Jeux olympiques, une participation infructueuse, j'allais dire. Les autres disciplines ne répondent pas, non, c'est trop osé. Il y a eu beaucoup de raisons à la base de ces manques de résultats. Mais les résultats les prouvent, monsieur le ministre. Vous pouvez bien vouloir me contredire, mais les résultats le prouvent. Depuis que la République démocratique du Congo participe aux Jeux olympiques, jusqu'à aujourd'hui, 0 médaille. Et alors, à quoi ça sert? Non, il y a eu dans les éditions passées quelques médailles. Il y a eu quelques éditions dans quelques médailles. Ce n'est pas assez jusqu'ici, mais il faut continuer à travailler. Et donc, il faut continuer à travailler. Maintenant, dès là, à pouvoir nous obliger de démissionner. Et non, je dis, pour ce soir, aujourd'hui, ce soir, nos frères centrafricains seront battus ici chez nous. Ils auront coup sur coup, comme ça, début de suite. Et bon, ce sera fini comme ça, parce que nous allons les battre d'abord, peut-être pour laver l'affront que nous venons de subir aux Jeux olympiques. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous retrouver pour commenter l'actualité. Mesdames et messieurs, à peine débuté, le dialogue fait déjà ses premières victimes. En effet, l'Union pour la nation congolaise vient de prononcer la double exclusion de Jean-Bertrand Ewanga et d'André Claudel Loubaya, respectivement, secrétaire général et premier secrétaire général adjoint de l'UNC. Il leur est reproché des prises de position et déclarations contraires à la ligne de conduite politique du parti, attitude qui entrave le bon fonctionnement de l'UNC et gêne la cohésion interne. La direction politique considère donc cette attitude comme leur démission volontaire, mentionne le communiqué signé par Vital Kamerhe, le président national de l'UNC. Alors, une première question d'abord. Plutôt que d'unir, voici que le dialogue divise. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre? Merci, madame. C'est vrai que vous n'êtes pas de l'UNC, mais le dialogue est une question nationale et inclusive. Oui, le dialogue est une question nationale, mais là, il s'agit, c'est vrai, du dialogue, mais au-delà du dialogue, il s'agit des négociations politiques. Des négociations politiques avec en perspective un défi important qui est en jeu, l'organisation des élections. Et donc, il y a un enjeu important qui est en fait l'exercice du pouvoir d'État. Comme toujours, les négociations politiques qui se font avec de telles perspectives sont toujours accompagnées par des enchères et même des surenchères
c'est un jeu qui se fait toujours avec en toile de fond un certain affairisme, des gens qui se vendent, qui se revendent. Ça se fait toujours avec du chantage, des menaces, comme vous le voyez. Maintenant, il faut savoir garder sa sérénité pour avoir une bonne lecture des enjeux et du jeu. Parler du chantage, ça veut dire que ceux qui ont pris finalement leur distance de la décision prise par Vital Kamerhe font du chantage à l'UNC, à la majorité. Bref, comment vous analysez le fait qu'on en arrive là plutôt que de diviser? Ça veut dire que, en clair, l'agenda caché du dialogue est bien connu. Non, mais il y a quand même beaucoup de capitaux qui circulent, non? Vous avez vu des gens partir du pays, des gens de l'opposition, je voulais dire, partir du pays pour aller se réunir très loin, en Belgique. Jusqu'ici, les budgets de cette réunion n'a jamais été rendu public, mais ça a coûté quand même énormément d'argent. Ça, c'est une question interne de l'opposition qui peut se réunir à Boma, à Kisangani, au Gabon. Ça, c'est une organisation interne du rassemblement et de l'opposition. Tout à fait, mais je parle moi du coût. C'est une question interne, mais je parle du coût de la chose, le coût de la réunion. Déjà que si le coût ne sort pas du trésor public, en quoi ça vous concerne? Non, mais la loi sur le fonctionnement et l'organisation des partis politiques et des plateformes politiques nous oblige, à la fin de chaque exercice, de présenter au ministre de l'Intérieur, donc au gouvernement, les rapports de nos activités, en ce compris le volet financier de nos activités. Et donc moi, comme économiste, je m'intéresse au volet financier de cette activité et je réalise que beaucoup d'argent est passé par là. Mais quel rapport avec le finance de Jean Val et le dialogue qui divise? La source du financement qui fait courir autant de personnes. La source du financement qui crée cette mobilité des gens qui partent et qui reviennent, qui ont la capacité de menacer autant, de faire autant de chantage. Des gens qui ne voient pas très clair, des gens qui voient déjà un troisième mandat accordé à la fin de ce dialogue et qui décident de ne pas vous accorder ce chèque en blanc. Vous parlez du chantage. Non seulement ça, mais bon, puisqu'il n'y a même pas question de troisième mandat, et des gens qui sont prêts à hypothéquer l'avenir du pays pour l'argent qu'ils reçoivent. C'est ça. Mais en fait, je voudrais dire qu'il y a tout ça en toile de fond. L'inverse, on dit aussi l'inverse de ceux qui ont accepté de participer au dialogue, de l'opposition, qu'il y a des opposants qui ont accepté de prendre part au comité préparatoire, mais aussi de participer au dialogue en dehors du rassemblement et de l'UDPS qui est resté à l'écart. On dit que ces opposants ont également touché de l'argent pour participer à ce forum. Merci pour l'information. Je note là que vous dites que ces opposants-là ont compris l'UDPS qui y est au commencement de ces dialogues et qui a été avec les facilitateurs et nous de la majorité jusqu'en Occident. Quand vous parlez du facilitateur, il a parlé d'un accord secret qui existe entre l'UDPS. J'en viens parce que je me rends compte que vous avez tous les éléments et donc vous voulez dire que eux aussi de l'UDPS. C'est quoi la nature de cet accord entre l'UDPS? Il n'a pas été porté à ma connaissance, mais il a été révélé par les facilitateurs. L'UDPS a négocié avec nous, mais à vous entendre parler, l'UDPS avait reçu l'argent. Je n'ai rien dit de tel. Ah, vous n'avez rien dit de tel? Vous qui interprétez. Moi aussi, je ne dis rien de tel, mais j'ai cru comprendre de votre bouche que autant l'UDPS que ceux qui entrent au dialogue maintenant ont reçu l'argent. C'est ça que j'ai cru comprendre. Et je note ça. Je vais investiguer pour établir la vérité. Mais je peux vous dire que nous, de la majorité, on n'a aucun intérêt à donner l'argent qui que ce soit parce qu'il s'agit Le dialogue pour devient un nous, fonds de commerce. Non, il s'agit pour nous de recadrer les processus électoraux dans le cadre de ces dialogues, de convenir finalement de la programmation consensuelle des élections parce que nous avons besoin d'aller à ces élections pour à nouveau organiser les troisièmes élections démocratiques de ces pays, les gagner et poursuivre la mise en œuvre de la révolution de la modernité qui est en fait le programme cher
à notre chef, l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Les catholiques du monde entier avaient les yeux tournés ce dimanche vers Rome, où le pape François a prononcé la canonisation de Mère Teresa de Calcutta. La cérémonie revêtait un caractère particulier en ce que la canonisation intervient en pleine année du jubilé de la miséricorde. La religieuse d'origine albanaise a avoué sa vie depuis 1946, a souligné la misère des pauvres des bidonvilles de la ville indienne de Calcutta. La fondatrice de la congrégation des missionnaires de la charité, dont les membres sont remarquables par leur sari blanc liséré de bleu, avait reçu le prix Nobel de la paix en 1979 à l'occasion de sa canonisation. La poste indienne vient même d'être un timbre à son effigie. À sa mort en 1997, Mère Teresa avait laissé 610 missions réparties dans 123 pays, incluant des soupes populaires, des orphelins, des hospices accueillant des personnes atteintes des maladies incurables comme la lèpre, le sida ou encore la tuberculose. Et ce dimanche a débuté le sommet du G20 dans la ville chinoise de Hangzhou. Les sujets de discussion ne manqueront pas entre les dirigeants des 20 pays qui concentrent à eux seuls 85% de la richesse mondiale. Cela va de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat à la transparence fiscale dans la suite du scandale des Panama Papers, à la lutte contre le financement du terrorisme. À noter qu'en marge de ce G20, la Chine et les États-Unis ont ratifié l'accord issu de la conférence de Paris. Avant d'aborder la page rétrospective de l'actualité de la semaine, Franklin Chamala, vous aurez l'occasion de commenter les sujets retenus pour cette rétrospective. D'abord, demain lundi, rentrée des classes, oui ou non? Opération lundi sans école? Madame, mes enfants, vos enfants, comme les enfants de la plupart des Congolais, iront à l'école demain. Pourquoi iront-ils à l'école demain? Parce qu'à l'instar de tous les pays du monde, nous voulons donner à notre pays, désormais et pour les années à venir, un capital humain qui soit compétitif, des ressources humaines bien formées. Nous n'avons pas du temps à gaspiller. Et c'est ici l'occasion de dire aux parents qui nous entendent en ce moment que nous devons regarder en face ces compatriotes qui sont pris par la folie et qui invitent nos enfants à ne pas aller à l'école. Vous appelez ça folie? Tout à fait, c'est une folie. Des gens qui ont étudié gratuitement dans ces pays. Des gens qui ont eu le temps de travailler et de se remplir les poches sur les dos du contribuable. Vous savez ce qu'on appelait la zaïrianisation? C'est des gens qui ont pris les biens des privés étrangers, qui les ont confisqués et qui jouissent de ces biens jusqu'à ce jour. Mais malheureusement, qui n'ont pas payé la facture de ces biens, parce que la facture de ces biens est payée jusqu'ici par les trésors congolais. Ces gens-là, qui ont géré ces pays de la manière que l'on connaît, il y en a qui sont logés jusqu'à ce jour dans des maisons, des sociétés d'État qui sont en faillite. Je vous ai dit l'autre fois, les gens du rassemblement là que vous voyez, Tshisekedi et les autres, Tshisekedi est alimité dans une maison d'El Zahir. Ce n'est pas sa maison. Une maison d'El Zahir, une société en faillite. Un homme comme ça peut dire à mes enfants, à vos enfants et aux enfants des autres de ne pas aller à l'école. Les Mandon Simba et les autres sont les pilleurs de ces pays. Des pilleurs de ces pays. Quand vous allez chez moi au ministère du Plan, Olivier Kamitatou, il est compté par les pires ministres que ce pays n'a jamais connus. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les fonctionnaires qui le disent. Alors, des gens comme ça peuvent, eux, s'autoriser à dire à nos enfants de ne pas à l'école? Ah ben je dis non, ils sont pris par une folie. C'est pour ça que je dis que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nos enfants doivent aller à l'école parce que le poids de ce pays repose sur les capacités que nous aurons conférées à ces enfants-là aujourd'hui, les capacités intellectuelles, et ça passe par l'éducation. Franklin Chamala, si je reviens un petit peu en arrière sur ce que vous dites tout à l'heure,
Vous parlez des pilleurs des pays, du pays, du trésor public, de l'argent du trésor public, du contribuable congolais. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait finalement? Les prisons qui étaient ouvertes, on a parlé de coulage des recettes publiques. Depuis, la phrase revient comme une chanson. En fait, c'est un refrain. Et vous attendez aujourd'hui pour pointer du doigt ceux qui sont à l'opposition. Mais les pilleurs, il y en a aussi dans la majorité présidentielle. Je parle de ceux dont les faits sont établis. Des faits qui sont coulés dans les rapports de la conférence nationale souveraine, qui n'a pas été organisée par Kabila. Vous mettez l'accent sur ceux qui sont dans l'opposition. Mais parce que ce sont la majorité, il y a également ceux qui ont pillé. Ce sont eux. Et ceux qui continuent à piller. Si vous en connaissez un seul, citez-les. Mais je dis, moi je cite ceux-là. Je les cite ici, je dis un fait. Monsieur Tshisekedi, président de l'UDPS, habite à Limité dans une maison de Air Zahir. C'est une maison d'Air Zahir. Eh bien, dites-moi, de quel droit lui peut dire aux Congolais, non, n'allez pas à l'école? Parce que lui occupe jusqu'en ce moment une maison d'une société d'État en faillite. Pour le pouvoir d'écouter, c'est la force, c'est d'utiliser des méthodes. Non, j'ai dit non, ça viendra à ce moment-là. Mais en même temps, nous disons que les voleurs ne doivent pas être des moralisateurs de la société. Ils se donnent des beaux rôles. Ils se donnent des beaux rôles. Je dis, ces gens-là, en réalité, devaient se taire. Ils devaient se taire par respect à la République. Vous comprenez? Mais ces pays-là, ceux qui l'ont mis à genoux sont là, je vous ai dit, de la zahirianisation, de la radicalisation, de la démonétisation. Il fut un moment où ce pays avait deux zones monétaires. Une zone monétaire au Kasaï et une zone monétaire ici à Kinshasa, où la planche à billets remplissait les poches des gens de l'opposition. Les Mokomboso, vous savez que c'est? Les gens se sont enrichis grâce aux Mokomboso. Et c'est à Limité, où les Mokomboso étaient déposés tous les soirs. Non! Je dis, attention madame Rachel, le régime Kabila, c'est un régime qui a développé une gouvernance fondée sur le résultat et la bonne lisibilité, n'est-ce pas, de tout ce qui concourt à la gouvernance. On va en parler tout à l'heure. On va aborder maintenant la page rétrospective de la semaine écoulée, marquée principalement par l'ouverture le 1er septembre du dialogue politique national inclusif, des assises portées par une forte pression diplomatique menée auprès des forces politiques qui réchignent à faire le déplacement de la Cité de l'Union africaine, mais aussi par la suspension de la participation de l'opposition républicaine. La journée de lundi a vu la libération d'un groupe de 5 activistes des droits humains détenus à la prison de Makala, le jour même où les membres du rassemblement avaient des échanges peu concluants avec l'épiscopat catholique. Mais la veille, un mini-séminaire séisme frappait la majorité présidentielle avec l'annonce de la défection de Chérubin Okende et son parti, le FSIR, suivait ce condensé par Jean-Yves Kamalé, Élisée Mafou et Félix Silonga. Nous remercions tous ceux qui se sont battus pour atteindre ce résultat. Nous remercions le peuple congolais. Nous remercions la communauté internationale. Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés, se sont battus pour que nous atteignions ce résultat. Nous soulignons une chose, c'est une victoire bien sûr qui détermine que la liberté d'opinion est en train de faire son bout de chemin. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a des amis qui sont encore de l'autre côté. Nous pensons que c'est une avancée significative. Nous allons continuer à nous battre pour obtenir leur libération. Nous allons continuer à nous battre pour garantir à chaque Congolais la possibilité de s'exprimer sans avoir peur. De rendre son verdict en ce qui concerne la demande de main levée de M. Christopher Ngoï-Moutamba, la demande de main levée de sa détention, et on lui a accordé effectivement cette main levée de la détention. Il est désormais libre. Et en ce qui concerne les poursuites, le dossier n'est pas encore classé. Et il est d'ailleurs devant la juridiction de jugement. Les poursuites vont se poursuivre, vont continuer normalement
mais seulement lui sera en liberté. Il sera libre de ses mouvements, bénéficiant bien sûr de la présomption d'innocence. Et les autres? Les autres, ils ont été mis en liberté provisoire conformément à leur requête. Donc ils sortent de prison aujourd'hui? Oui, il y a des petites formalités administratives. S'ils trouvent qu'il y a encore moyen d'acter cette décision au niveau de la prison, ils seront libérés aujourd'hui même. Les évêques ont tenté le tout pour le tout dans le souci de ramener tous les partis et regroupements politiques, mais aussi la société civile à la table du dialogue. Après échange avec le rassemblement, ce dernier ne décolère pas. Et ce forum va accoucher comme résolution. Donc nous sommes là. Ce forum, c'est un boulevard qui va amener à une autoroute. Une autoroute, c'est un train à grande vitesse. Et un train à grande vitesse, ce sera l'avion pour une présidence à vie de M. Kabila. Et nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche-là. Nous avons renouvelé la récusation irrévocable de M. Kodjo. Et nous avons tenu clair qu'il est hors de question de partir dans le dialogue Made in M. Kabila, que M. Kodjo essaie de mettre en œuvre sous prétexte de la résolution 2277, alors qu'en pratique, c'est un rideau de fumée. C'est le contenu de la résolution 2277. Nous devons avoir le même entendement avec nos amis et nos frères et sœurs de la majorité. Si aujourd'hui on dit que le rassemblement a tort, mais comment? Les déplacements de M. Kodjo en Europe chez le président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est pas en Europe, il est ici à Kinshasa. On a compris de quel dialogue on veut nous amener. Il n'y a pas eu d'éléments nouveaux qui nous permettent d'analyser la situation autrement. Voilà. La position officielle du rassemblement, nous ont-ils dit, sera communiquée lors d'une déclaration officielle qui sera faite à 10e rue Limité. La décision de débarquer du bateau de la majorité présidentielle a été motivée par le non-respect des valeurs républicaines, notamment la Constitution. Il était plus qu'essentiel que nous puissions préserver les acquis démocratiques que notre pays a pu engranger depuis 2006. Et en cela, il y a la primeur, d'abord la Constitution, le respect de la Constitution. En examinant le processus politique, nous nous sommes aperçus qu'il y a les élections qui se trouvent aujourd'hui en mal. Les délais constitutionnels ne seront pas respectés et de ce fait, donc, le président de la République, qui est le garant de la nation, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, aura quelque part une tâche assez difficile. Si il a prêté serment de respecter, de faire respecter la Constitution et qu'il y a certaines dispositions de la Constitution, notamment l'article 73 qui se trouve aujourd'hui en difficulté d'opérationnalité, je pense que la responsabilité du président de la République est engagée. De quel côté se range alors le Front social des indépendants républicains? Très souvent, nous récusons ce manichéisme des scripteurs ou cette fixation. Lorsque on n'est pas de la majorité, donc ipso facto, on est soit des G7, soit des dynamiques, soit des rassemblements et j'en passe. Bon, non, nous, la décision que nous avons prise, c'est de quitter la majorité. On observe si demain il va y avoir des motivations qui puissent nous permettre, à partir de certaines affinités, d'appartenir à telle ou telle autre plateforme politique. À ce moment-là, nous allons nous prononcer. Mais pour le moment, nous ne sommes pas tentés de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Franklin Chamala, vous avez suivi ce reportage. On va d'abord commenter le départ finalement de Chérubin Okende. Est-ce que c'est une nouvelle qui vous terrasse ou c'était prévisible son départ de la majorité présidentielle? Non, mais Chérubin Okende, c'est un garçon très intelligent. Il a été successivement
administrateur directeur technique de l'DFPI, administrateur directeur technique de l'AC, avant d'en devenir le DG intérimaire. C'est un homme que j'ai côtoyé pendant longtemps parce que c'est par lui que je suis arrivé à la cellule de communication de la majorité présidentielle. Donc c'est un ami, vraiment un proche. Je sais qu'il est difficile de parler d'un intime, mais de lui je peux parler quand même. Qu'il soit parti maintenant, je pense qu'il a résolu simplement de réaliser un projet qu'il avait déjà écrit, parce qu'il y a longtemps que Chéribin était déjà parti de la majorité présidentielle. Je pense qu'il avait mal digéré son départ des lacs. Et tout cela est en fait la conséquence des frustrations qu'il a subies. Maintenant, tout le reste... Vous en êtes sûr ou il faut juste trouver des justifications pour minimiser un peu le fait qu'il soit parti? Mais de là à quitter la majorité présidentielle, il faut beaucoup de courage. Du courage que beaucoup n'ont pas, peut-être pas vous. Hein. Vous savez qu'il est parti depuis longtemps. Chéribin avait déjà écrit un livre qui était presque une sentence sur la majorité. J'ai noté à partir du moment où il a présenté, parce qu'il a présenté en ma présence à Béatrice Hôtel, j'avais noté depuis ce jour-là qu'il était parti. Maintenant qu'il est usé de sa liberté citoyenne pour dire je m'en vais, c'est une chose normale. Mais moi je savais depuis longtemps qu'il était parti. Vous comprenez? C'est un garçon intelligent. Mais il faut reconnaître que politiquement, c'est quand même un acte courageux qu'il faut saluer, parce que quitter la majorité présidentielle, où coule le miel et le jus, attendez, c'est pas donné à tout le monde. Mais voici pourquoi. Beaucoup n'ont pas ce courage. Mais il a usé. Il y a certaines qui veulent s'accrocher pour bénéficier des avantages à gauche, à droite. Je vous ai dit, suivant ma lecture, ce qui a conduit mon ami, je l'appelle un ami. Alors que lui voit clair, lui il veut, comme tous les autres soucieux de respecter la Constitution et d'établir un État de droit en République démocratique du Congo. Madame Rachel, il se rend compte que la majorité se perd un peu là, dans ce combat d'un État de droit et démocratique. Non, personne ne peut dire que la majorité a violé la Constitution dans telle disposition, dans telle autre. Personne. L'intention manifeste. Hein. Le G7 est parti. L'intention. Aujourd'hui, tout porte à croire que ce n'est plus du domaine la majorité présidentielle veut absolument. J'apprécie beaucoup cette tournure. Ce n'est plus du domaine des faits, c'est du domaine des intentions. Non. Dans les faits, il n'y a rien. Et même dans nos intentions, ceux qui ont été au comité préparatoire de ce dialogue, y compris à l'opposition. S'il n'y a pas d'intention, pourquoi pas d'élection? Non mais, madame, vous notez avec moi que dans ces pays, la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections, a par 2 fois publié les calendriers. Pourquoi vouloir hier modifier la loi électorale? Non, madame, ce n'est pas la majorité qui a conditionné les élections par le recensement. Non. C'est autant d'épreuves. Non, madame. L'identification, le toilettage du fichier électoral, c'est en fait le commencement du processus partout au monde. Et nous, la majorité, qui sommes soucieux de l'organisation... Hier, on a parlé du recensement. Madame, si vous permettez que j'y aille. Allez-y. Vous savez, le fichier électoral est pour l'édifice électoral, c'est que la fondation est pour une maison. Et nous, la majorité qui voulons la transparence, nous avons voulu, à la suite de nombreuses critiques qui ont fusé de partout, sur le fichier électoral, il n'est pas crédible. Il y a des doublons. Il faut les toiletter. Nous avons voulu ôter aux amis de l'opposition les prétextes des contestations des résultats en travaillant sur la fondation. Et en nous amenant tous au toilettage. Mais maintenant que cette question de toilettage était mise sur la table, on a constaté comme toujours que les amis voulaient comme ça jouer sur beaucoup de fronts. Alors, la CENI nous a proposé un calendrier qu'ils ont rejeté, un deuxième qu'ils ont rejeté, mais l'audit de l'OIF, de notre fichier électoral, nous a ramené à la raison parce que cet audit nous présente effectivement les problèmes du fichier. Il nous dit, ce fichier-là, c'est un fichier qui est corrompu. Si vous voulez organiser les élections sur base de ces fichiers-là, c'est une option que vous devez lever, mais sachez qu'il est corrompu. 16 mois la CENI, alors que certains experts ont parlé de 4 mois. Moi, madame, je ne vais pas spéculer. La CENI, moi je participe aux réunions de concertation entre la CENI et les partenaires et le gouvernement.
Moi, j'ai l'avantage d'y participer. La CENI nous a présenté ce qu'on appelle le chemin critique des élections qui passe par l'identification et l'enrôlement des électeurs, donc le toilettage du fichier électoral. Et la CENI nous a dit qu'à partir de février passé, il faut compter 16 mois pour donner à ces pays, juillet oui, 2017, pour donner à ces pays un fichier CENI. Et même après que ce fichier ait été établi en juin-juillet, la CENI entend le soumettre de nouveau à un audit pour que les uns et les autres, nous puissions nous rassurer si ce fichier est finalement CENI avant d'aller aux élections. Donc pas d'élection avant novembre 2017. Mais tous les partenaires ont établi qu'il est impossible d'organiser les élections en décembre. Tous les partenaires. Entre-temps, le mandat expire le 19 décembre. Le mandat expire en décembre, mais il n'y a pas de juridique. Le président est déjà sous préavis, vous le savez. Sous préavis de qui et de quoi? Qui a le pouvoir de donner au président un préavis? Les subversifs là, ils sont nantis de quel pouvoir? Parlons-en, madame, parlons-en. Je vous retrouve tout à l'heure, Franklin Chamala. Mardi 30 août, c'était le grand jour pour la STTP. Ex-Onatra, le chef de l'État, Joseph Kabila, présidait la remise à flot du MS Gungu, unité fluviale immobilisée depuis 15 ans, à retenir également l'entretien que nous a accordé le secrétaire général de l'UDPS Kibassa, un autre parti d'opposition qui traverse des moments pour le moins difficiles, en cause la contestation des nouveaux statuts et la remise en cause de l'un de ses hauts cadres en la personne d'Albert Moleka. Reportage. Après ITP Kokolo, la révolution de la modernité poursuit son chemin. Un événement important qui va marquer le secteur fluvial. 3 discours ont ponctué cette cérémonie inaugurale. D'abord, celui du gouverneur de la ville de Kinshasa, puis celui du patron de Chani Metal, et enfin, le ministre des Transports, Justin Kalumba, a salué la volonté du chef de l'État de matérialiser sa vision, celui d'un Congo moderne. Construit en 1976 par Chani Metal, le MS Gungu a effectué son premier voyage du 4 au 19 avril 1977 à destination de Kisangani. Son dernier voyage remonte du 3 juin au 1er juillet à destination de Bouende de 1999 à 2001. Il a été immobilisé à Kinshasa depuis octobre 2001. Le coût des travaux est évalué à 9 731 520 €. La durée des travaux était de 32 mois. Il a une capacité d'accueil de 514 passagers. Après les discours officiels, place à la coupure du ruban symbolique par le président de la République. Accompagné de quelques membres du gouvernement, du Parlement et d'autres invités, Joseph Kabila prend place à bord du convoi Retapé. Le MS Gungu comprend 18 cabines, dont 16 pour la première classe et 2 pour la classe de luxe. Retapé selon les standards internationaux, il va assurer les trafics entre plusieurs provinces, entre autres Chouapa, Mongala, Sud-Ubangi, Maïndombe, Kwilu. Annoncé pour le 1er septembre prochain, le dialogue national est non inclusif pour Séraphin Oumba. Maître Oumba dénonce la mauvaise volonté du pouvoir à faciliter l'inclusivité. Vous savez, ce n'est pas suffisant. Même quand vous faites la quantification de la chose, 13 ou 14 médias fermés, on libère 2. Donc déjà cette mauvaise foi-là ne nous pousse pas à croire que même les résolutions de ces dialogues seront respectées par le pouvoir lui-même. Sur 148 ou 141 détenus, vous en sortez quelques 26. Non, c'est déjà la preuve de la mauvaise foi. Ça, nous connaissant l'adversaire, on sait comment il fonctionne. On sait effectivement que même les résolutions de ces dialogues, on en prendra 100, on en appliquera peut-être 2. Si le chef de l'État accède au préalable posé par les partis de l'opposition, vous verrez qu'on va se bousculer pour remplir les 139 sièges au dialogue. Vous verrez. Mais sans ça, il y aura un vide. Ça sera un dialogue qui ne sera pas inclusif, ça sera une concertation bis. Et puis en fait, ça demandera encore d'autres dialogues. Mais dans l'entretemps, la date fatidique approche, le 19 décembre. C'est ça la course qu'il faut faire. Il faut faire la course par rapport à ça. Parce que tous, nous ne savons pas ce que le peuple va nous réserver. On peut accepter ces résolutions. Mais si ce n'est pas dans l'enchantement du chef de l'État, ça ne passera pas. L'ouverture du dialogue proprement dit se fera sans l'une des franges influentes de l'opposition, notamment le Rassemblement, l'UDPS Kibassa et le MLC, à moins d'un changement des dernières minutes.
Franklin Chamala, MS Gungu, plus de 11 millions de dollars pour retaper ce convoi. Pourquoi faire du neuf avec du vieux? Merci madame. Je voudrais d'abord introduire mon propos en précisant que le théâtre du préavis auquel vous avez fait allusion ici, c'est en fait un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau parce que, bon, vous savez, on ne préavise pas un pouvoir d'État. Il faut avoir du respect pour les institutions de la République. Mais qu'est dit la Constitution? C'est la Elle a dit Constitution quoi? qui préavise. Elle a qui donné donne le le pouvoir préavis, à qui? pardon. Elle a donné le pouvoir à qui de préaviser? Et elle a dit que le chef de l'État ferait la remise et reprise avec qui? Article 64. Non. C'est pas le pouvoir accordé Le chef au de peuple l'État ferait la de remise donner et le reprise préavis. avec qui? Avec Tshisekedi? Vous vous réveillez un matin chez vous, chez Walimete, vous avez mangé les foufous, vous êtes rassasié, comme ça vous êtes là en train de transpirer, vous dites non, donnez-moi les clés. Cette affaire des coups d'État, c'est une affaire qui n'aura plus lieu dans ces pays. Les gens se sont habitués trop aux coups d'État, je sais, mais les coups d'État dans ces pays, ça en est fini. Ça doit être bien noté de ce côté-là. Maintenant, parlons de MS Gungu parce que je suis à l'aise. La gouvernance Kabila, madame, c'est une gouvernance axée sur les résultats, uniquement les résultats. Vous dites, pourquoi construire ou broder du neuf sur le vieux? Mais madame, nous au gouvernement et les chefs de l'État, ce n'est pas nous qui déterminons les priorités en matière d'investissement pour nos sociétés. Non, ce n'est pas nous. En matière d'investissement ou des projets d'investissement, les sociétés commerciales, les anciennes sociétés du portefeuille de l'État, qui ont jusqu'ici pour seul actionnaire l'État congolais, sont libres de déterminer leurs besoins et de dire voici nos besoins en matière d'investissement. Et dans ce cadre-là, la SCPT a fixé ses besoins et nous a dit, nous gouvernement, nos besoins c'est réhabiliter Kokolo et MS Gungu. S'agissant des voies navigables fluviales, à partir du moment où une société vous soumet ses projets d'investissement, vous gouvernement, votre obligation se limite à procurer à cette société les subventions. C'est tout. Et nous, gouvernement, nous avons fonctionné à la manière d'un gouvernement moderne. Nous ne sommes plus à l'époque où les gouvernements allaient prendre l'argent dans les sociétés. Vous prenez les biens de l'État. Air Zahir est tombé en faillite ici. Ce sont les dirigeants d'hier qui ont pillé Air Zahir. Les bateaux de Donatra sont entre les mains des privés que vous connaissez ici. Aujourd'hui, ces choses n'ont plus lieu. Le gouvernement a résolu de restituer à l'État ses moyens de production et le gouvernement Kabila travaille dans ce sens-là et a commencé à réhabiliter ce qui était abandonné hier à la demande des managers de la SCTP. Mais non, madame, vous voulez condamner quoi? Parce que les sociétés déterminent leurs priorités. Vous condamnez pourquoi quoi? ne pas acheter 12 millions de dollars? C'est quand même beaucoup. Hein. Madame, vous savez, c'est que ça coûte. Vous comprenez ici que oui. Mobutu a quand même beaucoup travaillé pour ce pays. Hein. Madame, vous parlez parce que vous parlez il à a légué. Oui. Mobutu a quand même investi pour la République démocratique du Congo un convoi laissé depuis. Il a laissé quel convoi, madame? Parce que ça a été construit, vous le savez, en 1900, au début des années 70. Je suis en train de rire, madame. Moi, je suis un ancien. Qu'est-ce que le pouvoir, on va dire, Kabila va laisser à la République démocratique madame, du moi, Congo? je suis un mandataire de l'État. Ça veut dire je suis un gestionnaire des sociétés d'État. Je suis un ancien administrateur directeur financier de la Régie de voies fluviales. Et donc un membre du conseil d'administration de la société. Ça coûte quoi un convoi neuf? Madame, ça dépend de la capacité du convoi. Parce que les bateaux, pour les construire, il faut aller dans les chantiers navals. Les chantiers navals, on en a 3 à Kinshasa. On a le chantier naval de la Chanik, qui est le plus coûteux. On a les chantiers navals de l'ONATRA. Et ensuite les chantiers navals de la RVF. Ce sont les 3 chantiers professionnels que nous avons. Et où on construit les bateaux. Y compris pour les pays limitrophes ici. Et donc ça dépend. Si vous allez pour un pousseur d'une capacité moindre, il ne vous coûte pas autant que tel pousseur d'une capacité beaucoup plus grande. Vous allez pour une barge, il faut déterminer les dimensions de la barge pour qu'on vous donne les prix. Alors maintenant là, vous avez là un convoi sur 56 mètres avec un pousseur réhabilité totalement, avec un compartiment hôtelier. 12 millions de dollars, avec, quand même madame, beaucoup, j'y vais. Moi, j'ai suivi ces travaux-là au chantier naval de la Chanik. De la surfacturation, non, ça. vous avez 4 barges de grande capacité. Vous avez 2 moteurs.
neufs, vous avez des groupes électrogènes, vous avez des chambres froides. Madame, vous avez 500 personnes à transporter et autant de tonnage de marchandises à prendre. Posez la question à n'importe quel expert, en cette matière-là, ça ne vous coûte pas moins de 15 millions de dollars. Ça ne vous coûte pas moins. Et donc maintenant, là, le débat est technique. Je vous dis, moi, je suis un gestionnaire des voies navigables. Ces questions sont techniques, il faut aller chercher là-dedans. Il y a sur ces convois-là une dimension réhabilitation, mais il y a une dimension rénovation. Parce que les Mesgons que vous voyez là, ce n'est pas ce qu'il a été il y a 20 ans. C'est autre chose. J'ai dit un compartiment hôtelier, 4 chambres froides, 4, 2 moteurs neufs. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Posez la question aux agents de l'ONATRA, l'actuel SCTP, donc l'ex-ONATRA, ils vous diront ce que ça vaut pour une société de transport. Et économiquement, madame, économiquement, je vais finir par là. Okay. La facilitation de déplacement des personnes et des biens, c'est essentiel dans la vie économique d'un pays. Et donc une société de transport fluvial n'a pas d'essence que si elle possède des unités de cette envergure-là. Et donc il faut applaudir le gouvernement, non? Un gouvernement qui ressuscite des unités qui étaient enfouies sous eau, qui étaient déjà à l'abandon. Vous le faites déjà si bien d'applaudir. Le séjour du nonce apostolique et du patron de la MONUSCO à Béni figurait mercredi parmi les sujets abordés au cours du point de presse de la mission onusienne. Nous avions par ailleurs rendu compte de la déclaration de la délégation de l'Union européenne en rapport avec la décrispation du climat politique en vue d'un dialogue résolument inclusif. Albert Roma, Élisée Mafou, reportage. La MONUSCO poursuit ses bons offices pour permettre à tous les acteurs de bien participer au dialogue national prévu pour ce jeudi 1er septembre 2016. Selon Félix Prosper Basse, porte-parole de la mission onusienne, le dialogue reste la seule voie de sortie de la crise pour les Congolais. Les Nations Unies continuent de soutenir Edem Kodjo dans sa démarche et exhortent les acteurs politiques à s'impliquer dans le chemin du dialogue. Il faut louer aussi les efforts d'accompagnement par le groupe d'appui aux facilitateurs qui sont déployés ici en République démocratique du Congo, mais aussi les efforts de tous les partenaires de la République démocratique du Congo qui essaient de faire au mieux pour éviter une crise majeure comme nous avons eu à le connaître dans le passé, aussi bien en 2006 qu'en 2011. Ceci est un fait. Et la MONUSCO a une position qui est très claire là-dessus, ça veut dire soutenir, accompagner le facilitateur dans ses efforts de rassembler tout le monde pour aller vers un dialogue national, car comme vous le savez, seule la voie du dialogue est la voie royale, la voie qui nous permet au moins de discuter, de mettre sur la table toutes les divergences et de voir comment les aplanir en vue d'avoir des solutions concertées, des solutions d'ailleurs comme je l'ai dit, consensuel. Côté santé, une épidémie de choléra menace la République démocratique du Congo depuis avril dernier, précise l'UNICEF. L'épidémie se développe le long du fleuve Congo et risque d'atteindre Kinshasa. Cette situation préoccupe les Nations Unies et parmi les Nations Unies l'UNICEF qui craint que la situation continue à empirer dans les prochaines semaines avec l'arrivée de la saison des pluies. Et puis il y a la nouvelle année scolaire qui commence bientôt et le retour en classe qui pourrait accroître les risques chez les enfants. Au Nord Kivu, Maman Sambo Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, accompagné du nonce apostolique aux environs de Goma et Béni pour s'enquérir de l'état sécuritaire de cette région. Le but, indiquent les sources onusiennes, est d'apporter des remèdes rapides aux cas d'insécurité récurrente dans cette partie du pays. Arrivé fin mandat en République démocratique du Congo, le représentant de l'Union européenne s'est dit satisfait du début du dialogue à Kinshasa. Jean-Michel Dumont exprime le regret de quitter le pays en ce moment crucial et pour le moins délicat que traversent les masses congolaises. Évidemment que le dialogue, on constate fort bien qu'il n'est pas suffisamment inclusif. On n'est pas non plus là-dessus dupe. On voit bien qu'il y a un certain nombre de forces importantes et représentatives qui ne sont pas là. On verra demain, puisque bon, le mouvement se fait en marchant, si un certain nombre se joignent. Évidemment que si l'ensemble des forces politiques n'est pas là,
ça entache, c'est une évidence, la crédibilité du dialogue. Pour Dumont, la tâche que attend le groupe des soutiens à la facilitation est d'essayer de sortir la République démocratique du Congo de la crise. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de rétablir cette confiance. Alors, nous participons en tant que groupe de soutien, et donc nous nous efforçons de plaider auprès des uns et des autres, y compris du facilitateur, y compris auprès des dirigeants de l'opposition, pour leur dire que leur intérêt, sur le long terme, l'intérêt de la République démocratique du Congo est d'essayer de sortir de cette impasse, et au gouvernement, puisque c'est lui qui est le premier responsable dans la mesure où c'est lui qui détient les clés, de faire les gestes nécessaires pour créer cette confiance qui n'existe pas. Aux animateurs politiques, il estime qu'ils sont assez mûrs pour trouver des solutions consensuelles. Le diplomate français a enfin invité le gouvernement à poser davantage de gestes sur la décrispation de la crise politique. Jeudi 1er septembre, c'était le grand jour. Le dialogue politique est ouvert à la Cité de l'Union africaine. 2 temps forts, le discours du facilitateur Edem Kodjo, mais aussi celui de Vital Kamerhe, désigné co-modérateur des assises. Mais loin des auteurs de Binza, le rassemblement faisait le tour des chancelleries où elle a déposé son mémorandum détaillant ses préalables à sa participation. Suivez. Devenir ici cet impressionnant élevage d'hommes et de femmes parmi les plus réputés et les plus chevronnés du pays, venus de tous les horizons politiques et de la société civile, nous offre l'avantage incomparable de pouvoir toucher du doigt les enjeux de ce processus et les défis qu'il nous condamne à relever. Ce que nous voulions pour notre pays, c'est son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort ou vivant, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage, d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Le dialogue soit conduit par un panel de facilitateurs avec comme 2 objectifs: organiser des élections transparentes, apaisées. Deuxième objectif, que ces élections soient aussi une alternance démocratique dans notre pays. Et nous avons dit qu'on ne peut pas aller au dialogue pendant que nous avons des prisonniers politiques et d'opinion. Nous ne pouvons pas non plus aller au dialogue pendant qu'il n'y a pas de mesures de décrispation politique. Nous allons les évaluer, nous sommes là, mais c'est sous l'égide de la résolution 2277. On a le choix, soit on commence par la guerre pour dialoguer après, puis on commence par le dialogue et on évite la guerre. Ils sont venus là, pas pour trahir, pas pour violer la Constitution, pour donner la chance à la paix et avoir les élections. Soyez certains qu'au premier geste, à la première tergiversation qui risque de nous amener dans un enlisement, nous serons les premiers à dire ok, la Constitution prévoit le dernier recours, c'est l'article 64. Mais avant d'arriver à l'article 64, appliquons d'abord la résolution 2277. Aujourd'hui, nous parlons béni, les gens continuent à mourir. Et nous avons proposé il y a une année
le dialogue sécuritaire sur Béni. Donc nous, l'opposition, indépendamment du fait que nous avons parlé de l'élection, nous allons demander qu'il y ait quand même des pistes pour amener l'apaisement à Béni, et ça devra se traiter au sein des institutions et dans un autre forum. Le rassemblement n'entend pas se départir de sa position maintes fois exprimée, à savoir, la récusation du facilitateur est plus que jamais à l'ordre du jour. Il le répète dans le mémorandum sous forme de feuilles de route déposées dans plusieurs chancelleries, comme ici au quartier général de la MONUSCO. Les groupes qui s'est réunis à l'hôtel Béatrice, c'est pour essayer de mettre de l'ordre dans les cas kabylistes. Donc, comme ils ont leur feuille de route, nous aussi nous avons amené notre feuille de route, c'est-à-dire du rassemblement. Donc, ce que les collègues sont en train de faire, c'est le dialogue au sein de la famille politique à laquelle nous on n'appartient pas. Ce n'est pas le dialogue inclusif qu'on attendait. Et nous, pour montrer que nous sommes une famille politique constructive, nous sommes venus donner notre feuille de route. Et à ce moment-là, la communauté internationale va nous appeler pour qu'on aille au vrai dialogue. La caravane motorisée des opposants avait pris d'abord la direction du siège de l'Union africaine. Au sortir de l'audience, il y a eu quelques heurts. Nous sommes très perplexes aujourd'hui de vous annoncer, parce que nous sommes devant la presse, que juste venir déposer ces mémos, il y a plus de 100 personnes arrêtées. Croyez-vous, c'est dans ces contextes que nous irons au dialogue? C'est dans ces contextes que ces gens peuvent imposer au peuple congolais leurs résolutions? C'est grave, ils n'y arriveront plus. Après l'ambassade des États-Unis, la délégation du rassemblement s'est rendue dans d'autres représentations diplomatiques pour déposer leurs mémos. Franklin Chamala, le rapprochement d'Edem Kodjo à votre famille politique fait dire au rassemblement que Kodjo roule pour le pouvoir en place. Pourquoi n'est pas carrément accepté qu'il soit remplacé? Vous dites rapprochement de quoi? De Kodjo à notre famille politique? Vous l'avez vu se rapprocher à notre famille politique depuis quand? Le rassemblement reproche à Kodjo d'être parti à Kindu. On l'a vu aux côtés du ministre de la Justice quand il annonce la libération de prisonniers, alors qu'il devait rester à l'écart parce que c'est un modérateur qui doit être plus ou moins neutre, mais de plus en plus, il est beaucoup plus rapproché au pouvoir en place, que son séjour est finalement financé par le pouvoir, etc. Il est très proche de vous. Ce qui fait pas de confiance en tout cas. Les amis élément confiance, il n'y en a pas à Kodjo. Acceptez carrément que le groupe de facilitation, de soutien, devienne groupe de facilitation. Mais à ce prix-là, le rassemblement viendra au dialogue. Nous ne posons aucun problème, mais il faut noter que M. Kodjo, c'est un diplomate. Comme les autres, à Kindu, à la célébration de la fête de l'indépendance, il y avait tous les diplomates accrédités chez nous. Et pourquoi est-ce qu'on ne récuse pas l'ambassadeur des États-Unis? Celui de la France et celui de la Belgique. Ce n'est pas le facilitateur du dialogue. Ici, c'est un faux fouillant. Vous savez, si Kodjo portait les Mouniérés, il ne poserait aucun problème. Le fait qu'il ne porte pas les Mouniérés envoûtés là, on vous dit non, il n'est pas avec nous, arrêtez les faux fouillants. Kodjo a dit que lui n'est pas venu au Congo pour se mettre comme ça à la disposition des causes partisanes. Il travaille pour le Congo et pour l'Afrique. N'en déplaise à ceux qui veulent le voir porter les Mouniérés pour commencer à marcher comme eux, comme ça. Non. Kodjo ne portera jamais les Mouniérés, il ne marchera jamais comme ils veulent qu'il marche. Le vendredi 2 septembre, l'opposition républicaine présidée par Léon Kengo Wadondo a annoncé la suspension de sa participation au dialogue. Raison évoquée, la nomination qualifiée d'unilatérale du co-modérateur des travaux en la personne de Vital Kamerhe de l'Union pour la Nation. Et ce 2 septembre, plus que 3 jours nous séparent de la rentrée des classes. Reportage Félix Ilunga, Yannick Mboyamba. L'opposition républicaine qui vient de prendre part à l'ouverture du dialogue national inclusif ce jeudi 1er septembre 2016 à la cité de l'OUA à Kinshasa, a le regret de constater l'ineffectivité du caractère inclusif de ce dialogue, notamment par la désignation unilatérale du modérateur.
L'opposition républicaine du DONC attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur le fait que si le dialogue voulu inclusif perdure dans son état actuel, l'opposition républicaine se réserve le droit d'y suspendre sa participation. Durant cette période, on observe souvent un engouement sur l'avenue du commerce et ses environs. Mais en moins de 72 heures de la rentrée scolaire, très peu de parents viennent acheter des objets classiques pour leurs enfants qui vont reprendre le chemin de l'école à partir du lundi 5 septembre prochain. Les vendeurs disent ne pas faire les bonnes affaires. Je vends les uniformes, mais il n'y a pas de mouvement. Les parents n'y viennent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi je vends les couvertures, mais les parents n'ont pas d'argent. D'autres vendeurs interpellent les autorités. Que les autorités fournissent des efforts pour que les parents disposent des moyens. Les clients se plaignent énormément par manque d'argent. Nous sommes là, même si nous ne vendons rien. Certains parents se plaignent de la hausse des prix des objets classiques, d'où leur difficulté à s'en procurer. Ça a un peu haussé, on a un peu haussé les prix. Bon, on n'a pas le choix, on doit acheter parce que le lundi c'est l'école, les enfants rentrent à l'école. En tant que parents, c'est notre devoir de le faire. Malgré les difficultés, d'autres parents tiennent à remplir leurs tâches, histoire de permettre à leur progéniture d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Celui qui travaille ne peut toucher qu'à la fin du mois. Le fait d'être payé à la fin du mois, qui était le 31 août, on a trouvé le bon jour aujourd'hui, le 2 septembre, pour compléter ce qui manquait. Parce qu'on avait déjà acheté, parce que la rentrée scolaire, ça ne se fait pas dans 48 heures avant la rentrée. On le prépare durant toute la période vacancière. Bon, du moins, quelques éléments qui manquaient, nous sommes venus les ajouter aujourd'hui. Selon les programmes du gouvernement, la rentrée scolaire aura lieu ce lundi 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Aux antipodes des agitations politiques, nous vous montrions samedi plutôt l'état d'abandon de l'avenue Luambo Makiadi Franco ex-Bokassa, une voie quasiment oubliée des autorités de la ville, malgré son importance stratégique en ce qu'elle réunit la périphérie et est au centre-ville, de même que les pénuries endémiques d'énergie électrique à travers la ville, avec en illustration la commune de Massina. Soni Moulopoué, Michel Kérékéré, reportage. L'avenue Luambo Makiadi Franco ex-Bokassa se meurt. L'état de délabrement de la voie va de mal en pis. Le retour des pluies laisse augurer un arrêt total de la circulation sur le tronçon, compris entre les avenues Kabambaré et du commerce. Chaque jour, c'est détruire volontairement nos véhicules. C'est presque chaque jour que nous connaissons des pannes de rotules, des amortisseurs, de crevaisons de pneus à cause de l'état de cette route. Vous faites votre travail, mais les décideurs qui voient ces images ne prennent aucune initiative pour changer les choses. C'est décevant. Qu'est-ce qu'on va déclarer? Nous payons régulièrement nos vignettes. Il faut que l'État mette la main dans la pâte pour que cette situation s'améliore. L'avenue Luambo Makiadi est l'une des artères stratégiques de la ville en ce qu'elle dessert le marché central. Elle est la colonne vertébrale reliant les quartiers populeux de l'est de la capitale au centre-ville. À Massina Petro-Congo, le courant électrique est désormais devenu une denrée rare. Depuis 6 mois, le quartier n'est plus alimenté. Fatigué des dépenses journalières d'achat de carburant pour faire fonctionner les générateurs, les riverains crient leur ras-le-bol. Courant tout le monde comment kuweza te courant pe kwa kaka butu to sela ngwate iloko mote ba reche vanda ba pareil vanda mais on est sur facture ezate ba mati bakati kaka bongo donc courant donc tout le monde a courant ya passe to lembi tout le monde a courant na passe do moite.
À la tombée de la nuit, une grande partie de Massina Petro Congo plonge dans le noir. Seules les quelques buvettes et débits de boissons tentent de maintenir ou créer de l'ambiance. Franklin Chamala, vice-ministre du Plan, on va terminer par ces reportages. C'est ça que vous appelez à la majorité présidentielle la révolution de la modernité? Des routes à usage unique, pas d'eau, pas d'électricité. Les Congolais ajouteront autant, pas d'emploi, pas d'école viable, etc. Madame, vous savez, le monde entier traverse en ce moment une crise grave qui a conduit beaucoup de pays du monde considérés comme étant des puissances économiques au désinvestissement, à la suppression des emplois. Chez nous, cette crise-là nous a conduit à un ajustement budgétaire. Vous savez que nous sommes tributaires de nos recettes, les recettes de nos produits de base à l'exportation, et comme nos principaux produits de base ont connu la baisse de leur cours sur le marché international, nous ne pouvions pas ne pas ajuster nos budgets. Et ça, c'est depuis quand? Qu'avez-vous fait des 5 chantiers? Madame, les vous résultats savez, des 5 chantiers. Non mais madame, vous savez que nous avons réalisé beaucoup de choses. Les quelques routes qui sont construites, ce sont des routes à usage unique? Pas du tout, pas du tout. Vous avez Kinshasa-Bandundu, où vous passez depuis des années, sans aucun problème. Kinshasa-Congo, vous y passez sans aucun problème. Et j'en passe de meilleur. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites et qu'il faut apprécier. Mais non, les crises à répétition que connaît le monde entier nous imposent un ajustement budgétaire qui nous a conduit à réduire notre train de vie dans beaucoup de secteurs. Mais qui n'empêche pas aux uns et aux autres, suivez mon regard, d'y rouler dans des grosses cylindrées, de se taper des voyages de luxe. Voilà. Mais madame, vous ne dites pas que à la suite de cette crise, même les fonctionnements de nos institutions est réduit de 30%. Passez, informez-vous. Les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres s'appauvrissent. Mais c'est un principe divin. C'est Dieu qui a fait les pauvres et les riches. Dieu n'a jamais dit que tout le monde serait riche. Dieu a fait l'esclave et les rois. C'est aussi un principe. Ne faisons pas rêver le peuple en lui disant que tout le monde peut être roi. Dieu a fait l'esclave et le roi. La révolution de la modernité, c'est la poudre aux yeux alors, à pas vous du entendre tout. parler. Dans le cadre de la gouvernance de la révolution de la modernité, nous nous efforçons à préserver le pouvoir d'achat du plus grand nombre, la stabilité du cadre macroéconomique. Les gens prenaient ça pour un slogan et nous disaient on ne mange pas la stabilité, mais il a suffi que le franc congolais fluctue un peu sur le marché pour que les gens se rappellent que c'était essentiel. N'est-ce pas, madame? On a pratiquement épuisé notre temps, mais une toute petite question. Je reviens au dialogue politique. L'opposition républicaine qui a claqué la porte, la désignation de Vital Kamerhe a été d'une manière unilatérale. Votre point de vue là-dessus? Ça fait partie des enchères qui accompagnent généralement les négociations politiques. Ça fait même partie des surenchères. Mais aussi ça fait partie des stratégies. Et vous savez, nous sommes en train d'aller dans un dialogue avec comme enjeu le pouvoir d'État. Demain, les élections. Il y en a qui travaillent aussi sur la survenance d'un scénario de crise. Donc, en sachant... Sassou n'a pas... Je n'ai pas fini. Il y en a qui travaillent sur la survenance d'un scénario de crise en sachant qu'ils en sont profiteurs. À chacun son calcul, et qui vivra verra. Parce que tout ce que les uns et les autres font est décrypté chez nous à la majorité dans les moindres détails. Sassou, finalement, sa présence en République démocratique du Congo, en quoi ça a aidé à évoluer? C'est un partenaire. Dans la prise de position du rassemblement. Un président d'un pays partenaire qui travaille pour nous aider à aller à ces dialogues, pour recadrer notre processus électoral dans la sérénité et organiser ces élections qui doivent donner à notre pays des institutions légitimes pour les années à venir. Merci beaucoup Franklin Chamala. Je rappelle que vous êtes vice-ministre de plan, d'être passé sur les antennes de Communicateur de la majorité présidentielle, secrétaire général du FIDEC, qui est maintenant la cible de ce que vous appelez... Le ministère de plan, c'est quand même un grand ministère, monsieur le ministre. Mais il est aussi la cible... Occupez-vous du ministère de plan, laissez la communication de la majorité présidentielle. Nous sommes la cible de ce que vous appelez les moutons noirs de la presse. Les moutons noirs qui nous imputent
des choses impossibles. Un vice-ministre qui se bat avec son DIRCAP. Le vice-ministre a beaucoup plus de pouvoir avec son stylo. Il n'a pas besoin de recourir aux muscles. Merci beaucoup d'être passé sur nos antennes. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce journal de la rétrospective sur les antennes de Numérica. Je vous retrouve mercredi et jeudi. Lundi, dans le cadre du magazine Noticias qui reçoit le secrétaire général de l'UDPS. Bonsoir et à très bientôt.